1955 à Drummondville. Il a donc 69 ans. Il est humoriste québécois. Il a fait son premier spectacle en 1980. Oncle Georges est un de ses personnages les plus populaires. Allô, toi! Il s'est fait connaître en 1983 au premier festival Juste pour rire. Juste pour rire. En 1986, il a animé la série Casse-tête. Il est auteur de la série Smash, créée en 2003, en 2004. Smash. Il souligne cette année son 40e anniversaire de cette carrière en présentant un nouveau spectacle. Nous avons eu la chance de l'interviewer avant son spectacle récent. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais ici, le club? Oh, on dit assistant thérapeutique. Hein? Oh, Seigneur, hein, on va mettre un petit peu de sambon, ça sent le vieux. Laurent Fermier. Elle sent mauvais? Ben, j'osais pas le dire. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Ah, j'étais très sportif. Moi, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune et j'adorais lire aussi. Je lisais beaucoup, beaucoup. Et c'est parce que moi, chez nous, c'est que moi, j'étais le plus jeune. Et il y avait une bonne différence d'âge avec mes frères et sœurs. Alors, j'avais pas vraiment on n'avait pas d'activité ensemble, autrement dit. Alors, je m'arrangeais avec mes troubles. Fait que c'est là que j'ai lu beaucoup. Je faisais du sport avec des amis. J'étais un petit peu dissipé à l'école, par contre. À quel âge avez-vous réalisé que vous étiez bon pour faire rire les gens? Ah, ça a été un processus assez long quand même. Pardon. C'est que je faisais rire les autres à l'école, tu sais, mais jamais j'aurais pensé faire un métier avec ça à l'époque. Mais à un moment donné, on a fait une pièce de théâtre un peu amateur à l'école, au secondaire. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a donné la piqûre. Mais de devenir comédien, ça m'attirait pas tant que ça. J'aimais mieux, je sais pas, ça me tentait pas de jouer dans des téléromans, des choses comme ça. Tu sais, j'étais pas à l'aise avec ça. Et plusieurs années plus tard, pas tant que ça, 4-5 ans plus tard, on a acheté une ancienne école de village dans les cantons de l'Est et on avait installé un petit théâtre vraiment très petit. Là. Il y avait comme 60 places. Et là, on a commencé à faire des pièces de théâtre amateur. Et à un moment donné, on a fait un spectacle de sketch, pardon, que j'avais écrit. Et là, j'ai eu la piqûre. Là, vraiment, quand j'ai commencé à écrire mes choses, là j'avoue que... Puis, on s'est mis à tourner un petit peu partout au Québec et ça fonctionnait. Alors, je me suis rendu compte, oups, ça peut marcher ailleurs que dans mon patelin. Alors là, ça m'a donné la piqûre. Là, ça a commencé, j'avais peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. D'où vient votre passion pour l'humour et qui étaient vos idoles? Ah, écoute, moi, l'humour, c'est une philosophie de vie quasiment, tu sais, parce que j'ai toujours pensé qu'il vaut mieux rire que pleurer, quelque part. Et à l'époque, moi, je lis beaucoup d'humour aussi. Je voyais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de spectacles d'humour. Il y en avait quelques-uns, mais pas tant que ça. À la télé, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Alors, je lisais beaucoup d'humour. De toutes sortes, là, tu sais, évidemment. Alors, écoute, des idoles, j'en ai eu tellement. Au Québec, évidemment, Yvon Deschamps, Jean-Guy Moreau, Sol. Vous autres, vous êtes jeunes un peu, peut-être que ça vous sonne pas une cloche tant que ça. Mais à l'époque, c'était les gens qui étaient les plus en vue et qui faisaient des spectacles. Ils remplissaient partout et tout ça. Alors, écoute, moi, j'adorais ça. Et j'écoutais beaucoup, je lisais beaucoup, comme je disais tantôt, mais il y avait une revue à l'époque, une revue américaine qui s'appelait Mad. Et ça, il y avait des dessinateurs là-dedans très, très drôles. Alors ça m'a influencé beaucoup. C'était de l'humour un peu absurde, là, tu sais. Qui vous a inspiré l'oncle Georges et vos autres personnages? Écoute, ça, c'est vraiment un personnage très fictif, là, tu sais. J'ose croire qu'il n'y a personne qui ressemble à ça. C'est parce que c'est un personnage que je faisais à l'époque,
qui s'appelait George Smith et qui faisait complètement autre chose. Je faisais une recette de cuisine. Et pour le spectacle ultérieur, j'avais le goût de le garder, ce personnage-là, mais je ne savais pas trop quoi y faire faire. Et sur les entrefaits, ma blonde et moi, on a eu un enfant. Et là, bon, évidemment, on écoutait plein d'émissions pour enfants, puis tout ça. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de faire Oncle George. Puis pour moi, c'était pas exceptionnel, là. Un clown qui n'aime pas les enfants, c'est un cliché. Là, il y a eu plusieurs personnages comme ça. En tout cas, bref, alors c'est né comme ça, vraiment. Jamais j'aurais pensé que ça aurait cet impact-là. Pour les autres personnages d'Yvon Travailler, ça, c'est inspiré un peu d'un fonctionnaire qui avait voulu m'envoyer dans l'armée à l'époque. Alors, et il était habillé à peu près comme ça, honnêtement, les vêtements à carreaux et tout, qui s'exprimaient très officiellement, là, tu sais. Enfin, bref. Ronnie, ça, c'est vraiment très fictif, là. Écoute, quoique je l'ai peut-être été moi-même un peu quand j'étais plus jeune. Enfin, bref. Fait que, mais tu sais, c'est des personnages... Il n'y a aucun personnage qui a été calqué sur une personne en particulier, sauf peut-être qu'ils vont travailler. Mais les autres, c'est un amalgame de personnes que j'ai pu voir dans ma vie. Tu sais. Alors, c'est très fictif. Est-ce que des fois, vous avez le trac avant vos spectacles? Oui, beaucoup. Oui, ça, je pense que c'est essentiel, d'ailleurs. Parce que la journée que tu n'as pas le trac, je pense qu'il y a un problème. Mais c'est pire au début. Quand on commence un nouveau spectacle, ça, c'est épouvantable, là, parce qu'on n'a aucune idée comment les gens vont réagir. Alors, pour l'humour, c'est très difficile. Par contre, avec le temps, ça s'estompe un peu, là. Il y a une fébrilité, plus qu'un trac, là, dans le sens que, quand même, il faut que tu performes devant des gens. Alors, à quelque part, tu n'es pas dans ton salon en train d'écouter la TV. Il y a quand même un travail, là. Et c'est très insidieux, le stress, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que quand on fait beaucoup de spectacles, comme là, on a commencé l'année dernière, au début, comme je disais, j'étais très nerveux et tout ça, mais avec le temps, bon, mais la nervosité est toujours là, pareil, t'sais. Alors, il faut faire attention, il faut avoir un rythme de vie assez sain, entre guillemets, parce que le stress est toujours là, puis, bon, en vieillissant, c'est pire aussi. Mais c'est quand même, ça fait partie du métier, c'est pas si pire. Est-ce difficile de se démarquer des autres humoristes? Bien, en ce moment, je pense que oui, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. À l'époque, moi, on était 5 ou 6 personnes, tu sais, fait que quelque part, on avait chacun notre créneau et tout, là, tu sais. Alors, c'était pas vraiment si compliqué que ça, mais maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, je présume que pour faire leur place et se démarquer, c'est peut-être plus compliqué, tu sais. Mais l'humour, c'est un point de vue, à quelque part. Hein? C'est un angle qu'on apporte sur des choses qu'on vit tous les jours. Alors, ça, c'est là où ça se passe. C'est là que tu développes ton originalité, autrement dit. De quoi êtes-vous le plus fier jusqu'à maintenant dans votre métier? Ah, écoute, j'avoue que la tournée que je fais en ce moment, ça me touche beaucoup parce que les gens sont encore au rendez-vous après 40 quelques années. Donc, ça veut dire que c'était pas si pire. Parce que l'offre de spectacle est tellement grande, alors que les gens viennent consacrer une soirée à venir voir mon spectacle, ça me touche beaucoup, ça, vraiment. Mais il y a plein de choses. Tu sais, j'ai fait des bye-bye, j'ai fait toutes sortes de collaborations avec des gens, une série télé aussi. Mais en ce moment, parce que, écoute, j'en ai plus en arrière qu'en avant, là, on va se le dire, j'ai plus 20 ans. De voir que les gens sont encore au rendez-vous, ça, j'avoue que je suis pas mal fier de ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait devenir humoriste? Trouve-toi un autre job. Bien, comme je disais tantôt, quoi que là, c'est une autre partie de l'entrevue. C'est ce que je dis là. Mais je pense que c'est de développer l'originalité. Développer un point de vue, apporter un point de vue, exactement, tu sais, parce que c'est ça l'humour, tu sais, dans le fond. Alors, parce que c'est vrai qu'on peut parler d'à peu près n'importe quoi. C'est juste la manière qu'on en parle, puis l'angle qu'on aborde et tout ça, tu sais. Mais c'est ça qui est à développer, à mon sens.
Et c'est ça qui est le plus intéressant aussi, quelque part. Moi, quand je vais voir un show, c'est ça que je veux voir. C'est quoi le point de vue de cette personne-là, etc. Là, alors, tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'était à peu près tous des humoristes de contenu. Il y avait ça, Yvon Deschamps, etc. Maintenant, ça va dans tous les sens. C'est correct aussi. Mais des fois, l'humour peut être réactionnaire aussi. C'est là, des fois, que le bas blesse un petit peu. Mais ça n'en prend pour tous, puis c'est correct aussi. T'sais. Les gens choisissent, dans le fond, alors j'ai pas de problème avec ça. Alors bonjour, moi c'est Caroline Gauthier, enseignante de la polyvalente Lavigne. J'enseigne les sciences au niveau secondaire 3, 4, 5. Et depuis environ une dizaine d'années, j'organise l'Expo Sciences pour les élèves des profils. En fait, c'est l'enrichissement scientifique pour les élèves des profils. Donc depuis le mois de septembre que les élèves préparent un exposé à nous présenter, à présenter aux élèves de l'école, aux élèves du primaire qui viennent visiter et même au grand public. Bonjour, mon nom est Sérafina. Et Eliane. Aujourd'hui, on va vous parler des personnes qui ont la déficience visuelle, donc les gens aveugles, mais plus comment ils font pour développer leur sens. Donc, il existe 5 sens, plus ou moins valorisés. C'est la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Donc, les chercheurs ont pu prouver que les personnes aveugles, l'ouïe, l'odorat et goûter étaient comme leur deuxième manière de voir, parce que vu qu'ils ont complètement perdu la vue, ben c'est leur nouvelle façon de voir. Le sens le plus utile après la vue est le toucher. Ça les aide à déplacer et à comprendre leur environnement. Comme style de toucher, il existe l'écriture braille. L'écriture braille, c'est des points qui sortent du papier, sont texturés, puis ils vont vraiment toucher les points, puis ils vont savoir c'est quelle lettre, puis c'est comme ça qu'ils vont lire. Avec l'écriture braille, il existe aussi les livres audio, parce que l'écriture braille est très longue à apprendre. Ça peut être jusqu'à 16 ans d'études. Donc, se faire lire un livre, disons que c'est pas de refus pour une personne aveugle. Les deux autres sens, c'est l'odorat et le goût. L'odorat aide à comprendre leur environnement et reconnaissant des différentes odeurs. Donc, ça peut aider avec, ça peut alerter les dangers comme la fumée puis les produits chimiques. Dans le goûter, c'est un peu comme l'odorat. Ils vont pouvoir développer un meilleur goûter que nous, donc il va être jusqu'à 2 fois plus développé que nous. Donc, ils vont pouvoir savoir s'ils vont boire ou manger des produits chimiques ou même s'ils aiment des trucs ou plus, parce que justement, leur goûter va être 2 fois plus développé que nous. Il existe 3 types d'aveugles: malvoyance, troubles neuraux, puis la cécité. Donc, la malvoyance, ça va être comme sur l'image ici. Donc, il va avoir un œil qui va plus ou moins bien voir et un œil qui va être complètement aveugle. Donc, l'acuité va être de 3 sur 10. Le trouble neuro, c'est la perte de vision temporaire ou durable. Donc, la vision va doubler, comme ça. Puis, les yeux vont vraiment, bouger, puis ils vont être doublés. Donc, ils vont voir des trucs en double. Et la cécité, c'est ils ont une acuité de 20 sur 200 ou de 6 sur 60. Donc, leur vision va être plus ou moins comme ça. Donc, ils vont bien voir, mais à cause des points, c'est que l'œil, il se désintègre de l'intérieur. Donc, c'est ça qui va causer la malvoyance avec le temps. Ensuite, les chiméras. Les chiméras, c'est un chien de guide formé pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes. Ils sont entraînés pour guider leurs maîtres en toute sécurité. Ensuite, la question, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'une personne aveugle peut retrouver la vue? Mais c'est vrai, il existe des traitements, mais ça dépend de leur niveau de vue. Donc, pour la malvoyance et les troubles neuraux, ça sera possible de pouvoir retrouver la vue à environ une 60aine de %. Parce que grâce aux lunettes qui sont ici, soit qu'ils ont une petite machine sur les côtés ou de face, donc cela va pouvoir retrouver une couleur et une certaine vision, environ comme un daltonien. Donc pour la malvoyance, l'œil qui est plus ou moins aveugle va pouvoir revoir comme nous, mais avec les couleurs d'un daltonien. Et l'œil qui était complètement aveugle va voir plus ou moins flou. Et pour les troubles neuraux, la lunette va pouvoir venir recentrer les yeux pour les aider à moins voir trouble. Et ils vont pouvoir percevoir les couleurs plus comme un daltonien encore ici. C'est ça, merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, mon nom est Clarisse. Moi, c'est Makela. Moi, c'est Zoé. Notre question, c'est est-ce le froid ou les bactéries qui nous rendent malades l'hiver? Il est plus probable d'attraper des virus et bactéries durant l'hiver parce que ton système te protège moins de ceux-ci car il veut te réchauffer. Les virus responsables des infections respiratoires circulent majoritairement en hiver, leur capacité de résistance étant plus grande sous l'effet du froid. C'est donc pendant ces périodes où nous tombons plus facilement malades. Le froid peut aggraver l'état de santé de certaines personnes qui sont déjà atteintes de maladies comme l'asthme, la bronchite ou l'emphysème. Ceux-ci peuvent bien encore aller dehors, mais elles doivent y aller bien habillées. C'est pas le froid qui nous donne les maladies, mais plutôt les bactéries dans l'air. Ça transmet d'humain en humain en hiver. La grippe et le rhinovirus sont plus persistants en hiver qu'en été. Ça nous donne du fil à retordre à notre système. C'est là que nous tombons malades. À température ambiante, ton nez devient actif et toutes les bactéries qui essaient d'entrer par ton nez déclenchent la sécrétion nasale. Cette sécrétion est composée de plein de petites billes invisibles à l'œil nu qui envoient un système à ton cerveau. Selon les scientifiques, si on passe plus de 15 minutes dans le froid, dans une température sous 0 degré Celsius, nos voies respiratoires se diminuent de capacité. La production des protéines extracellulaires baisse de 42 % et notre nez devient beaucoup moins opérationnel. C'est là que l'on tombe malade. Les symptômes du rhinovirus. Les symptômes courants du rhinovirus sont la gorge sèche, le nez actif, tousser, éternuer, mal de tête, mal de ventre et les yeux remplis d'eau. Pour les enfants, on rajoute parfois des vomissements, de la fièvre et des otites. Cette maladie est vraiment pénible pour les personnes atteintes de bronchite ou de pneumonie. Tu peux aussi perdre le goût et l'odorat, comme le coronavirus. La grippe est une maladie dont les symptômes apparaissent normalement 3 à 4 jours après l'exposition au virus. Les symptômes sont la fièvre, la toux, les douleurs musculaires, les maux de tête, les frissons, la fatigue, les pertes d'appétit, le mal de gorge et l'écoulement nasal. Pour les enfants, on rajoute aussi les vomissements, les diarrhées et les nausées. Les symptômes du rhume apparaissent souvent 2 jours après l'exposition au virus. Les symptômes sont les yeux rouges, le mal de gorge, l'éternuement, l'écoulement nasal, les maux de tête, le nez bouché, les yeux larmoyants, une toux quinteuse, des frissons, les muscles faibles et d'autres petits malaises généraux. Dans certains cas, cela peut durer 2 semaines et être accompagné par une laryngite, une inflammation du larynx, une trachéite, inflammation de la membrane tapissant la trachée ou le larynx, d'une bronchite, inflammation de la muqueuse des bronches, d'une otite, infection de l'oreille et aggravation de l'asthme. Ces inflammations peuvent mener à des complications assez sérieuses comme la sinusite et la pneumonie qui sont des infections du sinus et des poumons. Le soleil donne des vitamines D pour renforcer notre système. Mais en hiver, il y a moins de soleil, donc notre corps a moins d'énergie pour combattre les maladies. Les autres facteurs sont le stress, le manque de sommeil, le manque de vitamines et l'alimentation non équilibrée. Les otites sont le rhume qui se transforme quand il remonte dans la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache est un petit tuyau qui relie la zone nez-gorge à la zone des oreilles, plus précisément des tympans. La différence entre le rhume et la grippe. Plusieurs personnes confondent le rhume et la grippe alors qu'ils ne sont pas tout à fait pareils. Les deux sont des infections des voies respiratoires l'une comme l'autre, mais la différence est que le rhume est plus fréquent et plus banal que la grippe. La grippe, quant à elle, peut être sérieuse. Les symptômes de la grippe sont plus intenses et il y en a un peu plus que le rhume. Pour finir, c'est donc les bactéries qui nous rendent malades l'hiver, mais le froid peut augmenter nos chances de tomber malade. Je m'appelle Rosalie Facio. Et Joran Bergeron. Donc, dans les dernières semaines, moi et Joran, nous sommes questionnés sur comment le cerveau humain perçoit-il les couleurs. On a fait une observation, une expérimentation, et aujourd'hui, on va vous expliquer et décortiquer le processus. Donc, c'est en voyant des images circuler sur les réseaux sociaux que nous avons choisi de faire ce sujet. Donc, vous avez sûrement déjà vu les images d'un soulier et d'une robe qui mentionnent que selon la personne, les couleurs vont être interprétées de différentes manières.
Donc, voici la première image, donc celle d'un soulier, qui s'explique au fait que tu as deux côtés dans ton cerveau, le côté droit et le côté gauche. Selon celui qui est le plus dominant, tu vas voir une couleur en particulier. Donc, si ton côté droit est dominant, tu vas voir le soulier rose et gris. Par contre, si ton côté gauche est dominant, tu vas voir le soulier bleu et gris. Pour ce qui est de la deuxième image, le phénomène est expliqué car, selon les personnes, le cerveau va voir l'image et va voir une luminosité différente et donc une couleur différente. Voilà ce qui conclut cette petite partie de notre recherche. De mon côté, j'ai voulu me renseigner sur une mauvaise vision, donc sur une des anomalies de la vision, qui est le daltonisme. Aussi appelée déficience de la perception des couleurs, qui touche 8 d'hommes et 0,45 de femmes. Il y a vraiment beaucoup de sortes de daltonisme, mais on s'est concentré sur les trois grandes principales. Donc les rouges-verts, les bleus-jaunes et les sans couleurs. Les rouges-verts, c'est une absence totale des cônes, soit rouge, soit vert. En d'autres mots, on ne distingue pas les couleurs rouges et verts dans des mélanges. Les bleus et jaunes, c'est exactement la même chose que les rouges-verts, mais avec les couleurs bleues et jaunes. Les sans couleurs, on les appelle aussi achromatopsie, c'est qu'on voit la vie en noir et blanc. Maintenant, retournons à la question de départ. Nous allons vous expliquer la réponse à la question. Pour vous aider à comprendre certains termes, nous avons mis les définitions juste ici à ma droite. À la base, notre vision nous sert à comprendre et à observer le monde qui nous entoure. Elle nous aide à nous remémorer des objets et à en concevoir des émotions. Mais d'où proviennent-elles? D'abord, imaginez-vous une pomme. Les cônes envoient un signal par le nerf optique jusqu'au cortex visuel qui est dans notre cerveau. Le cerveau va analyser la quantité de cônes, la force du signal et l'impulsion nerveuse. Après toutes ces étapes, nous allons enfin voir les couleurs. Dans ce cas-ci, avec la pomme, nous allons voir la pomme de la couleur rouge. Donc, les cônes sont une cellule à la rétine qui va seulement être stimulée dans des endroits illuminés. Par contre, si j'avais fait l'expérience de la pomme le soir, ça va être les bâtonnets qui vont s'activer car ils s'activent dans des endroits sombres. Et donc, nous allons voir la pomme avec des nuances de gris. En conclusion, votre vision n'est pas si complexe que ça. Il faut juste la comprendre et la décortiquer comme nous l'avons fait aujourd'hui. Notre vision va dépendre de beaucoup de choses qui vont permettre ou non son fonctionnement, dont la luminosité, la quantité de couleurs, la quantité de cônes et de bâtonnets et les anomalies. On espère que cet exposé scientifique va vous en avoir appris plus sur les couleurs et sur votre vision. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour, je m'appelle Lucas Gauthier et je suis en compagnie de Jacob Pépin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'herbe à puce. J'imagine que vous la connaissez déjà bien, mais aujourd'hui, notre but, ça va être d'approfondir vos savoirs à propos de cette plante. Cette plante pousse en forme de buisson et a des feuilles qui mesurent de 3 à 20 cm. Elle a des feuilles lustrées, donc qui brillent un peu, avec des bords lisses ou dentés, mais la plupart du temps dentés, comme vous le voyez. Les branches sont composées de 3 folioles, qui sont 3 petites feuilles, dont celle du milieu qui est toujours la plus longue. Aussi, elle peut développer des couleurs comme au printemps, elle devient plus rouge, en été plus verte et en automne plus jaune-orangé. Aussi, en juin, elle peut former des fleurs de couleur crème. Aussi appelé le sumac grimpant ou comme nom scientifique toxicodendron radicant, comme vous pouvez voir sur l'affiche. Cette plante, on peut l'apercevoir le plus souvent sur les berges sablonneuses, les berges rocailleuses, dans les bois, à la lisière des bois, le long des routes et puis dans les clairières. Malheureusement, cette plante vient de notre environ, l'Amérique du Nord. La substance qui est contenue dans l'herbe à puce, qui s'appelle l'urushiol, est contenue dans la racine, la tige et les feuilles de la plante, donc pas mal partout. Elle peut se libérer et se propager lorsque la plante est écrasée ou frottée. On retrouve aussi cette substance dangereuse dans l'écorce de la famille des Anarcardiacées, donc la famille des manguiers. Aussi, les animaux comme les chiens peuvent vous la transmettre de leur poil. Comme ils ont été joués dehors, ils vous l'amènent à vous. Donc, après avoir été en contact avec cette substance, c'est-à-dire l'urushiol, qui est dans l'herbe à puce, exactement, dans les plantes, la victime peut développer des symptômes, comme on peut le voir sur la pancarte jaune juste ici. Donc, les symptômes sont les suivants.
éruptions cutanées de couleur rouge, démangeaisons intenses. Exactement. Des cloques petites ou grosses. Et puis dans les cas graves. Exactement. Et puis dans les cas graves, des plaies sointantes. Il existe plusieurs remèdes à cela. Il y a les lotions médicamenteuses comme, contre les démangeaisons et pour les allergies, l'antihistaminique qui calme la réaction allergique sur vos blessures. Si vous n'avez pas de lotion, il existe aussi les compresses froides humides que vous appuyez dessus la blessure et cela peut tout aider. Donc finalement, même si l'inflammation peut se propager partout sur soi, il faut savoir que le fluide qui flue des cloques ou des plaies sointantes n'est heureusement pas contagieux avec les autres. Il peut se propager d'un corps à l'autre. Exactement. OK. Bonjour, mon nom est Zoéanne. Notre sujet, c'est l'épilepsie. Ça, c'est Léa. Dans le fond, l'épilepsie, c'est une maladie de longue durée que ça se passe dans le cerveau, fait que c'est pas contagieux. C'est environ 1% des Canadiens qui sont atteints de ça et 50 millions de gens dans le monde. Dans le fond, dans ton cerveau, on a toute de l'électricité qui circule et on a des neurones qui sont les cellules de nos cerveaux. Ils sont connectés par des liaisons électriques et dans le fond, l'épilepsie, c'est un choc d'électricité qui va venir désorganiser la liaison entre tes neurones et ça va un peu perturber tous tes sens. Puis, pour savoir que tu es épileptique, il faut que tu aies eu plus qu'une crise dans ta vie parce que sinon, tu n'es pas diagnostiqué avec l'épilepsie. La plupart du temps, on ne sait plus c'est quoi la cause principale de l'épilepsie, mais ça peut être causé par des chocs au cerveau, des coups violents à la tête, des malformations à la naissance, des séquelles de souffrance, des tumeurs ou des infections. Il y a deux types de crises d'épilepsie. Il y a les crises généralisées qui vont être dans l'intégrité du cerveau, fait que ça va toucher toutes les parties du cerveau. Puis il y a les crises focales qui vont être dans juste une partie du cerveau. Il y a plusieurs symptômes qui vont survenir avec ces crises-là. Par exemple, quand ça va être une crise généralisée, tu vas avoir des convulsions, des vomissements, des tremblements, puis ça va être vraiment gros. Puis si c'est une crise focale, tu peux juste avoir, juste être pas conscient, être un peu lucide pendant quelques minutes. Il y a plusieurs types d'épilepsie en général. Il y a, par exemple, l'épilepsie photosensible. Puis cette épilepsie-là, si tu es atteint de celle-là, si tu es exposé à des lumières clignotantes intenses, tu peux avoir des crises. Il y a plusieurs traitements, il y en a deux. En fait, il y a des pilules qui peuvent réduire les crises, mais 30% du temps, ça ne fonctionne pas. Et puis, les pilules vont agir sur la connexion entre les neurones. Il y a aussi une chirurgie qui va consister à couper les fibres entre les parties du cerveau qui sont à l'origine des crises. Puis ça va les éliminer complètement. Les hommes sont plus à risque d'être atteints d'épilepsie. Puis d'habitude, tu sais que tu es épileptique avant 18 ans.